Bonjour Alexandre Bouisy, merci beaucoup d'être avec nous, sénateur socialiste de l'Oise. Et bonjour Mélanie Boyer. Bonjour. Merci également d'être là, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. On a plein de sujets à voir avec vous. On va évidemment parler du budget actuellement examiné au Sénat. Les sénateurs qui ont dit oui à la taxation des revenus, non à la hausse de la taxe sur l'électricité. On verra ce que vous en pensez. Steve, on fait un petit point municipal. Oui, on va faire aussi un point municipal. Anne Hidalgo, c'est fini. La bataille de Paris est lancée. Peut-être la bataille des autres, dans les autres villes de France aussi. On voit ça dans quelques instants. D'abord, on parle notamment de la crise des agriculteurs. C'est tout de suite l'info dans nos régions. Dans nos régions avec nos partenaires de la presse régionale. On va à Tours, on retrouve Mickaël Texier. Bonjour Mickaël. Merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef de TV Tours Val-de-Loire. Mickaël, on est en plein débat budgétaire ici au Sénat et les maires font savoir leur mécontentement. C'est le cas du maire de Tours. Et oui, 7 millions d'euros, c'est l'impact à Tours des coupes budgétaires imposées par le projet de loi de finances 2025 aux collectivités. Le coût d'une année de fonctionnement de la police municipale ou encore le montant d'une année de subvention aux associations. Faut-il supprimer ces financements ? Le maire de Tours, en tout cas, Emmanuel Denis, pose la question publiquement. La banderole accrochée sur la mairie de Tours depuis le 15 novembre veut démontrer par l'absurde l'iniquité des dispositions de cette loi de finances. Impossible d'en faire autant avec moins, clame-t-on du côté de la municipalité, d'autant que la situation budgétaire reste délicate avec une lourde dette héritée des mandats passés. Et ça se voit, puisqu'elle a grévé pendant des années les investissements à Tours. Au quotidien, on observe l'état des écoles ou des équipements sportifs. Un vaste plan de rénovation a été lancé. Il pourrait être revu à la baisse avec ces coupes budgétaires. Le même type de campagne a lieu à Besançon, La Rochelle ou encore Bordeaux. Bordeaux où un bras de fer est engagé avec la préfecture qui veut que le maire retire ses affiches anti-coupes budgétaires sous peine de procès. On n'en est pas là à Tours, mais le nouveau préfet arrivé hier a demandé à Emmanuel Denis, le maire, de retirer sa banderole au nom de la neutralité que doivent respecter les bâtiments publics. Colère, Mickaël, c'est celle des agriculteurs. Ils ont prévu des actions aujourd'hui. Et oui, les agriculteurs se sont peu mobilisés en Touraine. Une seule soirée marquante et symbolique, des feux de la colère allumés sur un rond-point de Sainte-Maure-de-Touraine le 20 novembre dernier. Mais les choses pourraient changer avec une mobilisation prévue, vous l'avez dit, aujourd'hui à Tours, même si sur notre territoire, l'expression des colères est souvent mesurée. Dès ce midi, les agriculteurs du nord et du sud du département convergeront vers la direction des territoires. Ils prendront ensuite le chemin du centre-ville de Tours avec les tracteurs. Ils prévoient une marche au flambeau, par ailleurs, fourche à la main, en référence à la Révolution française après une rencontre avec le préfet. Les axes de circulation pourraient être impactés en fin de journée, notamment, même si leur volonté, nous disent-ils, n'est pas de se mettre à dos l'opinion publique. Moi, j'avais déjà... Merci Mickaël Texier, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de TV Tours Val-de-Loire. On parle des agriculteurs puisque cet après-midi, vous aurez à vous prononcer tous les deux sur l'accord sur le Mercosur. Alors, l'Assemblée nationale a rejeté massivement cet accord. Il devrait en être de même au Sénat. Est-ce que le vote va donner du poids à Emmanuel Macron pour négocier à Bruxelles ? Incontestablement, oui. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on en soit encore là aujourd'hui, parce que c'est pas la première fois que ce texte et ce type de texte vient au Parlement. Moi, je me souviens, lorsque j'étais députée, je crois que c'était sous François Hollande, j'avais déjà dit non pour les mêmes raisons. Et donc, rien n'a avancé depuis, ni sous François Hollande, ni sous Emmanuel Macron. La situation des agriculteurs est toujours aussi désespérante et désespérée. Et notre situation sur le plan de l'agriculture ne cesse de chuter. On n'a plus de souveraineté alimentaire. On est en déficit commercial patent avec l'agriculture. Et on en est quand même encore à supplier nos dirigeants de faire en sorte que les produits qui sont interdits de fabrication en France n'arrivent pas en France. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est une question de bon sens, c'est une question d'équité, c'est une question de justice. On peut pas laisser notre pays, comme disait Brodel, pays, paysan, paysage. Et si on casse cette trilogie, eh bien, je pense qu'on casse l'âme de la France et la souveraineté alimentaire, c'est essentiel aujourd'hui. Franchement, il y a la guerre sur notre continent avec un des plus grands producteurs de blé du monde, c'est-à-dire l'Ukraine, et on en est encore là aujourd'hui. Enfin, c'est dramatique malgré la crise de l'an dernier. Donc, il est temps de trouver des solutions pérennes pour nos agriculteurs
et puis aussi pour que les Français sachent ce qu'ils ont dans leur assiette. C'est essentiel en termes de santé publique, en termes d'économie. C'est du bon sens. À un moment donné, à quoi ça sert de gouverner si on n'est pas capable de résoudre ce genre de problème? Alexandre Douzy, Emmanuel Macron qui aura le soutien du Parlement, puisque le Sénat votera dans le même sens que l'Assemblée nationale, qui a réussi à rallier la Pologne aussi, puisqu'il lui faut des alliés au niveau européen. Est-ce que du coup vous lui faites confiance pour réussir à infléchir cet accord? De toute manière, il faut que le pays soit uni sur ce sujet. Pourquoi? Parce que ça a commencé à être dit très justement, c'est-à-dire que on est dans un accord du XXe siècle, daté, périmé, qui ne s'intéresse pas à la question en effet de notre souveraineté, qui ne s'intéresse pas aux questions environnementales. Je rappelle que il est prévu que l'accord, s'il était appliqué, augmenterait dans les 6 ans de 5% la déforestation, principalement en Amazonie, et 1 tonne importée par rapport à 1 tonne produite ici, c'est 150% de CO2 en plus. La mise en concurrence de nos agriculteurs avec des pratiques qui, alors même si vous savez, dans ces accords, il y a toujours écrit qu'il y aura des filières spéciales Union européenne. Ça n'existe pas sur le terrain, si vous voulez. Et il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Donc si vous voulez, il y a des substances qui sont interdites en Europe, qui vont se retrouver dans nos assiettes via les mécanismes d'importation. Il y a toute une politique, par exemple en Europe, d'antibiorésistance sur l'alimentation bovine, alors que là-bas, ils pratiquent des antibiotiques de croissance. Donc si vous voulez, tout ça n'est pas sérieux, tout ça est périmé, tout ça est daté. Et j'ajoute que c'est aussi l'Union européenne que l'on ne veut plus voir. C'est-à-dire que la Commission soit encore en train de dire « je bidouille pour faire ce qu'on appelle du splitting », c'est-à-dire couper l'accord en deux, pour que la partie commerciale puisse être approuvée au niveau européen, sans que les 27 parlements aient à se prononcer, pour que, comme pour le CETA d'ailleurs, l'accord entre provisoirement en vigueur. Un provisoire qui dure, parce que ici, et sans contrôle. C'est contre le CETA, sans contrôle. Donc si vous voulez, on est quand même dans cette situation où maintenant, en effet, il faut que le pays pèse de toutes ses forces. Donc là, nous, on est en solidarité totale avec le gouvernement sur ce sujet, en méfiance pour vérifier qu'il n'y ait pas d'entourloupe dans cette affaire-là. Mais le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est qu'il faut trouver une minorité de blocage, même au niveau européen. Si on arrive à faire 35% de la population de l'Union européenne, c'est pour ça que la Pologne, c'est pas un petit sujet, puisque c'est un grand pays. C'est un grand pays du point de vue du nombre d'habitants. Donc maintenant, c'est de constituer cette minorité de blocage pour empêcher le traité de rentrer en application. Et donc évidemment, tout ce qu'on peut faire pour donner du poids, il faut le faire. Et si je peux rajouter, parce que je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, c'est que on a quand même un atout majeur dans cette négociation, c'est qu'on a Michel Barnier. Michel Barnier connaît parfaitement l'Europe, c'est un grand négociateur et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les dossiers agricoles. Donc ça, c'est un atout pour faire en sorte que la voix des Français se fasse entendre. Et effectivement, cet accord, c'est l'Europe caricaturale. À un moment donné, on peut pas faire l'Europe contre les peuples. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire avec ce type d'accord. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur de voir comment l'administration européenne fait en sorte que les Européens détestent l'Europe, alors que c'est l'endroit du monde où on a... c'est le meilleur endroit du monde. Il n'y a pas de meilleur endroit du monde que l'Europe, et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit du monde que la France. Et c'est la raison pour laquelle hier soir Michel Barnier disait moi je veux conserver mon enthousiasme pour la France, et nous avons toutes les raisons d'être enthousiastes. Maintenant, effectivement, ce genre de choses est désespérant, j'allais dire de mépris pour les peuples et de bêtises aussi pour ne pas entendre les Français, les Polonais. Enfin, il n'y a aucun des agriculteurs européens, toute l'agriculture européenne est en crise. C'est une crise qu'on s'est auto-infligée. Donc il faut mettre fin à ça. Et on va l'écouter, Michel Barnier. On suivra bien sûr le débat au Sénat sur le Mercosur cet après-midi sur notre antenne. On écoute Michel Barnier, on va parler du budget. Michel Barnier qui était hier l'invité du 20h de TF1, il a mis en garde contre les conséquences qu'aurait la censure de son gouvernement. On l'écoute. Alexandre Douzy, vous avez entendu le Premier ministre hier soir qui met en garde sur les conséquences, les catastrophes que représenterait la censure de son gouvernement. Vous êtes prêt à aller dans ce sens ? Écoutez, moi je dis les choses simplement. La censure, elle est prévue par la Constitution lorsqu'il y a un désaccord sur le budget. Évidemment qu'il y a en plus des procédures dans notre Constitution qui permettent de gérer la situation budgétaire en cas de censure. Mais le sujet, pour moi, il n'est pas là. Le sujet, il est que, si vous voulez, Michel Barnier, il nous appelle, nous, à la responsabilité. Mais dans la vie, il faut être deux pour danser. Et qu'est-ce qui se passe depuis des semaines et des semaines, même depuis la nomination de ce gouvernement ? Le choix de Michel Barnier était un choix
par rapport au Rassemblement national. C'était pas la volonté de travailler avec la gauche. J'étais encore jusqu'à 1h du matin hier soir dans l'hémicycle pour regarder le budget et travailler sur les amendements. Est-ce que vous pouvez me citer une chose, une seule, que le gouvernement Barnier a repris de la gauche? Vous pouvez pas? Bah moi non plus. C'est un problème quand même. Donc ça veut dire qu'il y a rien, il y a aucun pas, il y a aucune volonté de travailler avec nous. Sur l'électricité, on a formulé des choses, sur tout un tas de sujets, on a fait des propositions, on a des liasses comme ça, des liasses qui ont été parfois votées à l'Assemblée nationale, des liasses ici, il y a rien. Hier, c'était un débat entre le gouvernement et la droite sénatoriale sur alors est-ce qu'on va plutôt taxer un peu le gaz ou un peu taxer l'électricité? Nous on leur dit hier soir, c'était le président Rénal qui leur dit on vous propose sur une surtaxe sur l'impôt sur le revenu pour les 20% les plus élevés pour épargner tous les Français sur l'électricité. C'est repoussé. Tout ce que nous proposons est repoussé. Et bien, si tout ce que nous proposons est repoussé, la logique, c'est évidemment la censure du gouvernement. Il ne peut y en avoir d'autres. Donc, c'est ce qui va se passer. Valérie Boyer. Michel Barnier tend pas suffisamment la main à la gauche? Bah, écoutez, Michel Barnier hérite d'une situation qui est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est pas la seule raison pour laquelle il a été nommé. Il a été nommé parce qu'il était bien évidemment, la gauche malheureusement a été kidnappée par Mélenchon et ses amis. Et c'est bien dommage pour le débat républicain. Et c'est bien honteux pour ceux qui sont partis avec lui, avec un parti qui n'a que le chaos, la haine aux lèvres et qui met le bazar à l'Assemblée nationale, qui est vraiment devenu, je pense à mes collègues parlementaires et députés, c'est vraiment d'une grande tristesse pour la France. Je vois que vous ne voulez pas répondre au sujet. Le sujet, c'est que vous à un moment donné, à un moment donné, la gauche, ou sinon donnez-moi un exemple. À un moment donné, il est indispensable qu'on arrive à avoir ce budget, qui va être un budget extrêmement difficile. Et moi, je fais partie de ceux qui plaident pour que ce soit un budget de la justice aussi sociale, parce que il y a des mesures qui me semblent indispensables. On vient de voter le PLFSS. Je crois que le plan de la lutte contre les fraudes, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la lutte contre les fraudes, pour moi, est essentielle. Les Français savent que ça va être difficile. On a une dette qui nous met au même rang que la Grèce. On est méprisé par nos voisins européens. Dans le monde, notre voix ne s'entend pas à cause de la dette qu'on a hérité de M. Macron. Et on avait beau lui dire, quand on était dans l'opposition, que ce n'était pas tenable, on voit à quel point ce n'est pas tenable en termes de souveraineté, en termes même de notre position sur tous les sujets à l'international. Aujourd'hui, donc les Français le savent, ils sont pas fous, hein, ils sont pas idiots. Ils savent aussi que ça va être compliqué. Mais ce qu'ils ne supportent pas non plus, c'est de continuer avec cette injustice et c'est de continuer, je crois, avec tous ces sujets. Donc, on a fait les efforts maximum. J'espère qu'on va être entendu. Maintenant, je crois qu'il y a un autre sujet aussi qui est incompréhensible, c'est celui du chaos et du désordre. Et là, je crois que Michel Barnier avait 100% raison. Vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que moi, je pose une question simple qui est de dire, mais à quoi êtes-vous prêt à discuter avec nous? Et en fait, on a toute la semaine, là. La réponse qui est opposée par Michel Barnier, et hier soir, vous avez bien vu que sur le fond, il n'y a eu aucune ouverture. Il a juste dit, dans une posture gaulienne, c'est moi ou le chaos. Il a dit donc, il a essayé de forcer l'histoire. En fait, ça peut pas fonctionner comme ça. Et ça ne fonctionnera pas comme ça. Je vous donne un autre exemple pour que vous ayez en tête. Les amendements socialistes à l'Assemblée nationale portaient sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, portaient sur 2% du montant. Pour épargner les malades, pour réviser l'ONDAM hospitalier, c'est-à-dire les dépenses de l'hôpital, pour continuer à soutenir l'hôpital public. Balayé, rien, aucune réponse. Le président Vallot a écrit au Premier ministre pour savoir ce qu'il en était de nos propositions. Rien, aucune réponse. Le mépris. Eh ben, le mépris, ça se paye par une motion de censure. Voilà. Non. Je pense qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Michel Barnier, mais pas le mépris. Bah, excusez-moi. En fait, c'est pas une posture, le mépris, c'est les textes. Est-ce que vous reprenez des choses de la gauche? Rien, nada, peanuts. Il y a des choses qui sont à reprendre lorsqu'elles sont censées. On est quand même dans une situation au bord de la faillite. Au bord de la faillite, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Si mais Claude Rénal, c'est pas un dangereux gauchiste, hein, on est d'accord. Donc Claude Rénal, quand il propose une surtaxe à l'impôt sur le revenu pour les 20%, pour épargner sur l'électricité, il fait quelque chose de sérieux. On ne peut pas. Une proposition entendable. Vous-même, vous parliez de justice. Ça devrait vous toucher, ce genre de proposition. Mais on est quand même le pays où on taxe le plus certaines personnes. Donc, à un moment donné, c'est plus possible. Bah, c'est un choix politique. Et vous le faites contre la gauche. Je pense que les mesures qui visent à clarifier notre système et à le rendre plus juste, et je reviens sur cette lutte contre la fraude, sont essentielles pour que les Français acceptent
ce taux de prélèvement obligatoire, ce taux de taxe qui est le plus élevé du monde. À un moment donné, on est d'accord pour lutter contre la fraude. Hier, on vous a proposé des choses sur l'exit tax, balayées sur la question de l'exit tax, ceux qui partent pour ne pas payer leurs impôts en France, et vous avez refusé ces amendements. Non, voilà la réalité. Il faut le dire pour que les gens sachent ce qui se passe dans les hémicycles. Moi, je vous propose qu'on fasse un débat détaillé sur toutes les mesures, justement, Steve arrive. sur le budget, parce que ça va être... Steve arrive. Et cette semaine, ça va être le cas. Donc. Puisque justement la gauche et la droite sénatoriale vont proposer des amendements pour faire rentrer davantage d'argent dans les caisses. Oui, alors on rappelle que l'objectif du gouvernement est de faire 60 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. Le groupe Union Centriste, troisième groupe du Sénat, propose par exemple d'augmenter le taux normal de TVA. Il passerait de 20 à 22%, sauf pour les produits de première nécessité. C'est une mesure qui toucherait tous les Français pour un gain estimé de 13 milliards d'euros. Autre impôt souhaité par la majorité de la droite et du centre, une hausse des taxes sur le gaz. Un amendement prévoit de relever de 4 € par mégawattheure l'accise du gaz naturel. Cela représenterait une augmentation de l'ordre de 62 € par an du coût du chauffage au gaz pour un ménage habitant dans un logement d'une surface de 100 mètres carrés. Amendement qui a été adopté hier. Ça permettrait de faire entrer 950 millions d'euros dans les caisses de l'État et de supprimer la hausse de la fiscalité sur l'électricité demandée par le gouvernement. Et la gauche propose elle aussi plusieurs pistes pour trouver de l'argent. On est sur la formule plus d'impôts du coup ? Oui, beaucoup plus d'impôts. Les groupes PS, écologistes et communistes ont défendu ou vont défendre les mesures suivantes. La création d'un ISF climatique, l'imposition des super profits et des super dividendes, le renforcement de la taxe sur les transactions financières, la consolidation de la taxe GAFAM, le rétablissement de l'exit tax supprimé en grande partie par Emmanuel Macron, l'indexation de la dotation globale de fonctionnement des collectivités sur l'inflation, le rétablissement de la CVAE, taxe acquittée par les entreprises et en grande partie supprimée par Emmanuel Macron, la hausse des frais de notaire à 7%, pour les transactions de plus d'1 million d'euros. C'est la proposition. Ça a du mal à passer. Il y en a beaucoup, ou encore la hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Tout ça aura du mal à passer, justement, mais ça nous promet des débats très enlevés dans l'hémicycle. Valérie Boyer, est-ce que vous êtes prête, vous, la droite sénatoriale, à reprendre certaines de ces mesures ? Oui, mais de toute façon, on va avoir une discussion qui va être, je pense, sur le fond cette semaine, extrêmement serrée. Moi, je pense qu'il y a une chose qui, pour moi, me semble essentielle, c'est d'arrêter, notamment sur le logement, où il y a une crise extrêmement importante. Et j'ai plaidé pour ça. Je veux dire, il faut arrêter de massacrer les propriétaires. On a beaucoup de petits propriétaires et notamment des petits propriétaires bailleurs. Et je pense qu'en leur tendant la main et en faisant en sorte qu'ils puissent libérer des logements qu'ils ont, on pourrait résoudre une partie du mal logement en France. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille en profondeur sur ces sujets qui, pour moi, me semblent essentiels. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a tellement d'autres sujets qu'il faut aborder. On voit bien aussi les conséquences catastrophiques des mesures qui nous ont été imposées malheureusement par la gauche, je le regrette, notamment sur l'énergie et sur l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas là sur tous ces sujets si on avait pu développer comme il se doit un des fleurons de notre industrie, de notre savoir-faire sur le nucléaire. Donc vraiment, ces sujets-là sont essentiels et la mise en difficulté de notre fournisseur d'électricité a des conséquences terribles, à la fois sur le budget des Français, mais encore pire sur les entreprises françaises, parce que en même temps que nous votons ce budget, que nous allons voter ce budget, en tout cas je l'espère parce que c'est nécessaire, et ne pas le voter ce serait pire encore, on a tout un chapelet de faillites et de pertes qui sont annoncés chaque jour. Là, on se regarde un petit peu le nombril sur qu'est-ce qu'on fait au Parlement, mais qu'est-ce qui se passe en réalité aujourd'hui en France? C'est que nous avons des faillites en cascade. Et comment on peut faire quand on massacre les paysans, comment on peut faire quand on a des faillites en cascade, et comment on peut faire fonctionner un pays surendetté alors qu'il faut lui redonner du souffle pour que économiquement ça reparte. Je pense que c'est toute la difficulté qui est la nôtre. Pour peut-être aller sur les exemples que vous avez donnés, qui à mon avis sont intéressants. En fait, l'impôt et les choix publics dans le budget, c'est essentiel puisque ça dit l'orientation que prend la nation. Je reprends ce que vous avez dit.
Le groupe centriste propose une augmentation généralisée de la TVA. 20 à 22. 20 à 22. La TVA, c'est l'impôt des classes populaires et des classes moyennes. C'est simple. Et c'est un impôt, donc, qui est le même pour tout le monde. Nous, en face, on propose de modifier. Vous n'êtes pas d'accord, j'imagine, avec ça? Vous êtes d'accord? Vous trouvez ça bien? Je pense qu'il faut faire participer tous les Français. Ah bah d'accord. Donc, très bien. Si vous pensez qu'ils peuvent encaisser aujourd'hui dans les classes populaires et moyennes 2% de base TVA, nous, ce que nous proposons, c'est de toucher aux impôts progressifs, aux impôts sur le patrimoine dans un moment historique, juste pour que les gens en prennent conscience. Nous sommes dans un moment historique où la concentration du capital, du patrimoine dans les 1% est en train de revenir au niveau d'avant-guerre. Donc en fait, aujourd'hui, l'impôt n'arrive plus à les classes moyennes qui avaient... Le gouvernement propose cette taxation sur les hauts revenus. Les hauts revenus, là je vous parle de patrimoine. Qui sont les plus taxés. Juste pour quand même qu'on se rende compte, les classes moyennes ont vu une partie du patrimoine national leur échapper au profit des classes populaires. La politique qui est en train d'être mise en place par le gouvernement est une politique contre les classes moyennes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui perdent le plus de cette reconcentration du patrimoine. Donc vous voyez sur l'électricité encore une fois, ils sont dans le débat, le gaz et l'électricité. Nous on disait, il faut une taxe sur le trading sur l'électricité qui rapporterait 1,5 milliard d'euros. Pourquoi? Parce qu'on dit l'électricité n'est pas un bien comme un autre. Donc au lieu d'aller taxer les personnes qui utilisent l'électricité, les Français, on taxait le trading sur l'électricité. Donc vous voyez, tout ça est une question de choix public sur la manière de faire. Et après sur le nucléaire, je peux vous donner le point parce que moi sur le nucléaire j'ai toujours été clair et je pense qu'on a besoin de nucléaire dans ce pays pour réindustrialiser, pour tout un tas de choses. Pour le reste, voilà ce qu'il en est, des choix qui sont faits d'un côté et de l'autre. Sur la taxation du patrimoine, du coup, Valérie Boyer? Moi, je pense que on atteint un niveau qui n'est plus possible. Mais c'est faux. On est au plus bas niveau historique. Il n'y a plus d'ISF, il n'y a plus rien. Évidemment. Il n'y a plus d'impôt sur le patrimoine. L'ISF, dans sa version ancienne, c'est 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est les crédits de la mission écologie. Donc, juste pour avoir les choses en tête, pour épargner quelques dizaines de milliers de contribuables, on va abandonner la politique écologique de la nation. C'est ça qui est en train de se passer dans ce budget. C'est ça la réalité. Je pense qu'à un moment donné, les Français ont une aspiration, c'est être propriétaires de leur logement. Et on parle pas des Français, on parle pas de la classe moyenne, là, on parle des 0,1%. On parle de multiples propriétaires qui ont 5 maisons. Vous décalez le sujet parce que ça vous gêne. Non, ça ne me gêne pas du tout. Ça vous gêne. Dites des multipropriétaires, il faut les laisser tranquilles. Calmez-vous. Non, mais je suis très calme. Je suis quand même. Si vous voulez, il faut qu'on ait un débat franc. Non, mais calmez-vous. Alors, calmez-vous. Je pense que justement, il faut regarder la question, on va voir le travail du Sénat, ce que ça va donner. Je pense que sur la propriété, on a un vrai sujet. Beaucoup de propriétaires sont des petits propriétaires et des petits propriétaires bailleurs. Moi, je crois qu'il faut s'adresser à ceux-là. Je ne parle pas des grands propriétaires, etc., dont c'est le métier. Ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, vous avez notamment dans les métropoles une classe moyenne qui est assommée par l'impôt sur la fortune immobilière sur la résidence principale. Je ne sais pas. Oui, la classe moyenne. Oui. million d'euros. Oui, puisque non, c'est beaucoup moins. Vous savez que là, il y a un problème de déconnexion. Non, c'est pas un problème de déconnexion du tout. C'est un problème de déconnexion. Il y a eu une augmentation. Aujourd'hui, le marché, il est totalement bloqué. Il y a eu une augmentation extrêmement importante du prix de la valeur qui est fictive, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune vente pratiquement qui se fait, et qui est un impôt, je pense, qui est particulièrement injuste. À un moment donné, sur la résidence principale. Sur la résidence principale. Non, absolument pas. Absolument pas. C'est pas ce que j'ai dit. C'est absolument pas ce que j'ai dit. À un moment donné, je crois qu'une partie de la difficulté que nous avons pour le logement, qui est une crise majeure, qui est une crise des familles aussi, parce qu'on n'en parle pas. Le mot famille a complètement disparu de notre vocabulaire. Et moi, je pense à ces jeunes qui bossent, qui ont un enfant, qui ont des difficultés à se loger. Et il faut s'adresser à eux, parce que s'il y a des sujets qui sont essentiels dans la vie publique, eh bien, c'est justement ça. Et sur le logement, pardon. Un dernier mot. Un mot. La vérité du logement et le problème du logement, ça, je partage qu'il y a un sujet grave sur le logement dans notre pays. C'est la principale crise peut-être sociale dans notre pays. L'effort public est à son plus bas depuis 25 ans. À la fois sur la partie logement social, mais aussi sur l'aide à la construction, l'aide aux primo-accédants. Sur tous ces sujets-là, on est au plus bas. Il faut investir sur le logement. C'est à la fois une politique économique et une politique sociale, puisque vous construisez et en même temps, vous aidez chacun à se loger, à devenir propriétaire. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on a un gisement et que ce gisement-là, il faut tendre la main à tout le monde à ce niveau-là.
On passe au dernier sujet, on parle des municipales. C'est déjà parti, notamment à Paris, où Anne Hidalgo et Paris, c'est fini. C'est fini, Oriane. Je ne me présenterai pas à un troisième mandat. C'est une décision que j'ai prise depuis longtemps. Déclaration de la maire de Paris ce mardi au journal Le Monde. Ce n'est pas vraiment une surprise, depuis plusieurs semaines. Son entourage, décidément, son entourage confirmait qu'une page... Dès que vous parlez de la gauche, vous avez un problème dans votre gorge. Je crois que c'est Madame Hidalgo. C'est Madame Hidalgo. Un petit peu. Une page qui dure depuis maintenant 25 ans avant d'être maire. Anne Hidalgo a notamment été première adjointe de Bertrand Delanoë en 2014. C'est lui qui désigne Anne Hidalgo pour lui succéder. Et pour la première fois, une femme devient alors maire de la capitale. Et comme Bertrand Delanoë avant elle, Anne Hidalgo a désigné son successeur. Elle quittera la présidence du Conseil de Paris en mars 2026. C'est le sénateur socialiste Rémi Féraud qui est l'heureux élu. Je le connais bien, je l'apprécie depuis très longtemps. Il est celui qui va pouvoir porter notre histoire et réinventer un avenir pour Paris. Il a la solidité, le sérieux et la capacité de rassemblement nécessaire. C'est ce que dit de lui Anne Hidalgo au journal Le Monde. Personnalité bien connue de la gauche parisienne, Rémi Féraud est à la tête du groupe Paris en commun au conseil municipal depuis 2014. Il a été maire du 10e arrondissement ainsi que premier secrétaire fédéral du PS dans la capitale jusqu'en 2015. En 2017, il est élu sénateur. Il siège au sein de la commission des finances. La question désormais est de savoir si se faire adouber par Anne Hidalgo à 15 mois de l'élection est un atout ou un baiser empoisonné. À noter qu'Emmanuel Grégoire, député NFP et ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, est lui aussi candidat. Le PS. Ça, voilà. Et vous avez... NFP, quoi, je veux dire, pour que les choses soient claires. Ouais. C'est pas un NFP contre un PS, non, mais vous avez compris. Voilà, c'est au fond, alors, pour les choses soient claires. C'est notre question. Du coup, est-ce qu'il y aura bataille au sein du PS ou est-ce que Rémi Féraud est le candidat du successeur d'Anne Hidalgo? D'abord, juste un mot quand même pour Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, vous disiez tout à l'heure, elle a été désignée par Delanoë. Non, elle a gagné les élections. Oui. Voilà, elle a été choisie par les Parisiens. C'est sûr qu'elle a gagné à deux reprises, elle a gagné les élections. Moi, je veux dire que le bilan d'Anne Hidalgo, il est considérable. Ah oui. Que sans doute la ville n'a jamais été transformée autant. Non, mais vous pouvez sourire, mais en réalité, en termes d'aménagement, jamais depuis Haussmann, cette ville n'a été à ce point changée et transformée. Non, je le dis, et je pense que l'histoire lui rendra justice. Est-ce que les réactions épidermiques de la droite face à la mutation de la ville, dans un contexte de dépollution, de catastrophe climatique, Anne Hidalgo sera dans l'histoire ce qui est considéré comme une grande maire de Paris, et elle l'est déjà par nous et par tout un tas de Parisiens, parce que sa politique est plébiscitée. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est un fait, à Paris, sa politique est plébiscitée. Ensuite, il y a la question de ce que vous évoquez. Anne Hidalgo a dit une chose. Elle a donné son inclinaison. Elle a dit... c'est plus qu'une inclinaison. Hein. Ah non, lisez ce qu'elle dit. Elle dit clairement, mon choix personnel va à Rémi Féraud, mon collègue. Et elle a dit, mais à la fin, ce sont les militants qui décident. Oui. Bon, bah voilà, c'est simple. Les militants, donc nous, les choses, pour les socialistes. Ah, oui. Après, évidemment, vous avez vu, j'ai rappelé justement la question de l'élection. Après, ce sera évidemment un débat public très intéressant avec Rachida Dati pour Paris, mais je me doute... vous, ça y est, c'est Rachida Dati, vous faites le candidat de la droite. J'ai l'impression que pour la droite, les choses, elles sont assez claires. Après, c'est clair, Valérie Boyer? En tout cas, je ne suis pas parisienne. Non, mais c'est plus facile. Moi, je suis marseillaise. Le débat est tout aussi intéressant puisqu'on a un maire non élu actuellement et qui est très très proche du NFP également, puisqu'il a soutenu des candidats NFP aux législatives. Donc bon, écoutez, la situation à Marseille qui a été laissée dans un état catastrophique. Je pense que la catastrophe Benoît Payan est quand même considérable. Mais bon, on aura notamment l'occasion d'en parler. Puisque là, on en est à Paris, effectivement, 9 milliards de dettes, 50 000 fonctionnaires, pratiquement autant qu'à Bruxelles. Un Paris qui est sale, un Paris qui est en travaux, une maire qui est dogmatique. Je crois que c'est pas pour rien qu'elle a le surnom notre drame de Paris. Mais chez vous, aujourd'hui, donc, on verra bien. Et puis, je crois que Madame Hidalgo va aller chez Bloomberg pour une nouvelle carrière, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse. D'après ce que j'ai pu lire dans la presse. Donc, est-ce qu'il faut une alliance entre les macronistes et les LR? C'est ce que demande Benjamin Haddad, notamment. Où ça? À Paris, pour le premier tour.
Bah, écoutez, on verra ce qu'il en est. Moi, je vous avoue que... Vous avez un avis? Non, j'ai pas d'avis sur Paris. Moi, j'ai un avis... Et sur l'accord LR en général? J'ai un avis sur Marseille. Excusez-moi, je fais le journaliste. Ça m'intéresse aussi de se... Je vais reposer mes questions, allez-y. Ça m'intéresse aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Parisiens et les Franciliens aussi, et les Français, parce que Paris a quand même ce statut particulier, digèrent le bilan de Madame Hidalgo, qui a été plébiscité, comme vous l'avez pu constater, aux élections présidentielles, ou même à Paris, elle a fait un score dramatique. On refera le débat sur Paris et Marseille. Vous reviendrez avec voir plaisir. 10h30. On regarde ce qu'elle a une de la presse régionale. À la une de l'actualité, Steve, un cessez-le-feu au Proche-Orient. Il est taquin, le sénateur. Après plus d'un an de guerre, un cessez-le-feu effectivement entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi au Liban. C'est à la une de l'Alsace ce matin. Le mouvement pro-iranien du Hezbollah avait ouvert les hostilités contre Israël le 8 octobre en solidarité avec le Hamas, qui quelques heures plus tôt avait lancé une attaque terroriste contre le territoire israélien. Selon les autorités libanaises, au moins 3800 personnes ont été tuées au Liban en total depuis un an. Côté israélien, 82 militaires et 47 civils ont été tués en 13 mois. Et on en parlait, top départ des municipales ? Oui, c'est ce que nous dit la Dépêche du Midi ce matin en annonçant hier qu'elle ne briguerait pas un troisième mandat à la mairie de Paris. Anne Hidalgo a lancé le coup d'envoi des municipales, on l'a vu sur ce plateau, de mars 2026. Les grandes manœuvres commencent déjà à Paris, Toulouse, Montpellier, Lyon ou encore Marseille. Grand dossier à lire dans la Dépêche ce matin qui revient sur les points très chauds de ce scrutin. On parle de Marseille, la une de la Provence, la drogue qui envahit l'Est phocéenne. Une inquiétante de la Provence aujourd'hui, la drogue envahit les trottoirs, la consommation de drogue explose autour de la gare Saint-Charles et de la porte d'Aix. Les seringues se comptent par centaines sur le sol. Le phénomène s'amplifie depuis plusieurs mois selon le journal qui écrit que désormais les consommateurs ne se cachent plus. La consommation de drogue dans le centre-ville est devenue omniprésente. Bah oui, c'est un drame absolument national et je pense que Bruno Retailleau a entièrement raison de faire en sorte que la lutte contre le narcotrafic soit une grande cause nationale. Et je crois qu'il faut s'en occuper absolument dans toutes les strates de notre vie. Et le travail, il vient du Sénat, il a été fait de manière transpartisane avec les sénateurs socialistes du Rhin et aussi les LR. Oui, moi j'ai été vice-présidente de cette commission que j'appelais de mes voeux depuis 3 ans. Et donc le narcotrafic, non mais il faut quand même le dire, c'est l'un des grands enjeux de nos prochaines années en ville et pas seulement en ville. Une des raisons majeures, je pense, pour laquelle... Excusez-moi, mais le narcotrafic, c'est un sujet qui est tellement abominable que je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous avons tout intérêt à la stabilité aujourd'hui gouvernementale, c'est que le prochain texte important qui arrivera au Parlement, ce sera celui de la lutte contre le narcotrafic et ce sera qui fait l'unanimité. Il faut quand même bien le reconnaître. Rapide, Steve, vas-y. Non, juste pour le foot, oui, il y a eu du foot. Il y a la première défaite de Brest en Ligue des Champions hier. C'est à la une du Télégramme. Le Stade brestois s'est incliné 3-0 face au FC Barcelone. Mais le journal est fier de son équipe. Voilà. Allez, on termine par une note plus légère. Merci beaucoup. Marseille, si vous voulez. Non, faut pas le lancer sur Marseille. Merci Steve, merci Alexandre Huizy, merci Valérie Boyer à 15h. Les questions d'actualité au gouvernement suivies du débat sur le Mercosur et à 22h Thomas pour Sens Public. Très bonne journée. Un peu plus de la lutte contre le narcotrafic.